Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode de la chaîne qui traitera de la question de l'énergie nécessaire à un trajet interstellaire. Je dois vous avouer pour commencer que j'ai beaucoup erré dans l'écriture de cet épisode. Parce que cette question de l'énergie n'est pas un problème très simple à empoigner. Je vous ai déjà tout spoilé dans le dernier épisode. Les trajets interstellaires impliquent non seulement des durées, mais également des énergies considérables. Voilà l'idée toute simple. Ce qu'on va essayer d'exposer ici, c'est le raisonnement qui permet d'arriver à cette conclusion. Le premier souci auquel on se confronte pour aborder le problème est qu'un physicien pourrait très bien répondre que pas du tout. L'énergie nécessaire au trajet peut être rendue aussi petite que l'on veut. Il suffit de se donner plus de temps. L'énergie, on va le voir, dépend de la masse et de la vitesse à atteindre. La vitesse à atteindre, c'est simplement le ratio de la distance à parcourir sur le temps qu'on se donne pour effectuer le trajet. V égale D sur T. L'énergie nécessaire pour atteindre cette vitesse est donnée par la formule bien connue de l'énergie cinétique. E égale 1/2 de mv carré. Pour commencer, on va raisonner pour une unité de masse, m égale 1 kg. Et la formule se simplifie en E égale 1/2 de v carré. Jusqu'ici, rien de bien révolutionnaire, mais l'énergie nécessaire pour effectuer un trajet dans l'espace ne dépend pas de la même façon que sur Terre de la longueur du trajet. Sur Terre, on peut toujours ramener nos besoins en énergie propulsive, c'est-à-dire généralement en carburant, en une certaine quantité par unité de distance parcourue, en litres ou en tonnes pour 100 km par exemple. Que ce soit en voiture, en bateau, en avion, on progresse dans un milieu visqueux et résistant, de l'air ou de l'eau typiquement, et tout mouvement non entretenu par une force motrice finit par s'interrompre au bout de quelques mètres, quelques kilomètres au maximum, quasi instantanément à l'échelle du trajet. L'espace, lui, est vide. Il n'oppose aucune résistance au mouvement. Une fois qu'on a lancé un corps, il conserve sa vitesse pour les siècles des siècles. Voilà pourquoi on peut se dire qu'une énergie arbitrairement faible permet d'aller aussi loin que l'on veut dans la galaxie. Par contre, vu qu'on est dans le vide, si on veut arriver à vitesse nulle à destination, on ne peut pas compter sur les frottements pour s'arrêter. Il va falloir dépenser exactement la même quantité d'énergie pour se freiner qu'on en avait dépensé pour accélérer. L'énergie totale, nécessaire par unité de masse, est juste le double de ce qui précède, soit E égale V carré. Et si on remplace la vitesse par son expression en fonction de la distance à franchir et de la durée du trajet, on a donc que l'énergie est égale à D carré sur T carré. Voyager très loin coûte cher car la distance compte au carré, et accomplir ce trajet en une durée brève coûte cher également car c'est à l'inverse du carré du temps. De quel choix dispose-t-on face au terme de cette équation ? Concernant la distance, on va considérer que le choix s'impose de lui-même. On va tenter de rejoindre le système le plus proche, Proxima du Centaure, situé à 4,2 années-lumière de la Terre. Concernant la durée du trajet, par contre, on a le choix. Ce n'est pas la physique qui va nous le dire. Le tableau ci-contre donne l'énergie et la durée du trajet en fonction de la distance, en considérant, ce qui est inexact, que l'accélération et le freinage sont instantanés. Pour 1 km par seconde, on dépense 1 mégajoule, mais il faut 1,2 million d'années. Et pour 30 km par seconde, à l'opposé, on voit qu'il faut 10 puissance 15 joules et que ça prend 42 ans. Je ne vais pas au-delà de 30 000 km par seconde parce que la solution technique qui s'offre à nous, la fusion thermonucléaire, ne nous permet pas d'aller tellement au-delà. Et c'est un premier point très important, qui sera détaillé dans les épisodes concernant la propulsion. Nous ne disposons d'aucune motorisation dans notre horizon technologique nous permettant de propulser de grandes masses au-delà de C sur 10, ce qui signifie que le trajet vers l'étoile la plus proche s'approche ou dépasse la durée d'une vie humaine. Quelle durée vous semble raisonnable ? Aucune peut-être ? Mais le plus raisonnable, disons. Et qu'est-ce que signifie pour commencer une durée raisonnable ? Je propose d'introduire un concept pour rationaliser cela, celui de l'horizon temporel. L'horizon spatial, par exemple, l'horizon pour un homme qui se tient sur un bateau au milieu de l'océan, c'est la distance où porte son regard. Derrière l'horizon, c'est l'inconnu. Voilà l'idée. De la même façon, l'horizon temporel, c'est la durée dans le futur à laquelle on parvient à se projeter. L'idée est que les hommes qui entreprendront ce trajet
ne vont pas se lancer et lancer leur descendance dans l'inconnu, au-delà d'une certaine durée de cet horizon temporel, justement. Le trajet doit être conçu pour qu'on en voie la fin. Donc posons-nous la question, à quelle distance peut-on voir dans le futur? C'est une question étrange, et pour y réfléchir, on peut déjà retourner le regard et regarder dans le passé. À 1 million d'années dans le passé, l'espèce humaine moderne n'était pas encore formée. C'est une durée qui dépasse totalement notre capacité de projection. À 100 000 ans en arrière, on a le début de l'homme moderne, et l'essentiel de la durée qui nous sépare de ces époques est perdu dans une brume épaisse, d'où émergent quelques traces de campements et des ossements fossiles. À 10 000 ans en arrière, on aborde la révolution néolithique et les limites de l'histoire, qui commence à Sumer il y a environ 5 000 ans, avec l'invention de l'écriture. Envisager un trajet qui excède d'un facteur 2 la totalité de l'histoire humaine me semble encore excessif. Je propose de considérer que le millénaire forme la borne haute de notre horizon temporel. Un millénaire, c'est en ordre de grandeur la durée des plus vieilles structures sociales formées par l'être humain, à savoir les nations ou les empires. Mais ici, la notion d'empire est sans objet et on en restera à l'idée de nation. La notion d'horizon temporel du trajet oblige donc à introduire dès maintenant une idée qu'on développera plus loin, c'est que pour entreprendre ce genre de trajet, la bonne échelle à laquelle se placer est celle de la nation. Quelque chose qui situe l'échelle d'organisation bien au-delà de celle de l'équipage d'un navire. L'idée est donc que pour partir, il faut former une nation, parce que c'est ce qui permet de se projeter le plus loin possible dans le futur, à l'horizon du millénaire, pour réduire notre besoin en énergie, qui augmente avec l'inverse du carré du temps. Est-ce que le raisonnement qui précède est bien rigoureux? Pas franchement. Mais si j'ai tort et qu'en fait le trajet pourrait durer par exemple 10 fois plus longtemps, eh bien on aurait besoin de 100 fois moins d'énergie. Ce qui rend l'entreprise d'autant plus jouable. Du point de vue énergétique, plus c'est long, plus c'est facile. Ce que je dis en fait, c'est que se projeter au-delà du siècle pour un trajet est possible, mais qu'il faut changer d'échelle et se dire que pour y aller, il faut trouver un mode d'organisation capable de perdurer sur des dizaines de générations et que la nation est ce que l'on a de mieux en stock. Du coup, à quelle énergie ça correspond? On va essayer de descendre en dessous du millénaire avec une vitesse située entre 1000 et 10 000 km par seconde, donc disons 3000 km par seconde, 1% de la vitesse de la lumière, ce qui donne un rythme de progression d'une année-lumière par siècle et un besoin en énergie, en arrondissant, de 10 puissance 13 joules, 10 000 milliards de joules par kilogramme. En ordre de grandeur, cela représente l'énergie dépensée pour une dizaine de fusées du format Ariane 5, donc pour chaque kilogramme de masse utile. C'est déjà considérable, mais en plus de cela, c'est un minorant. En plus du corps du vaisseau, la masse utile, il va falloir accélérer la masse de carburant destinée à propulser tout cela. Cette masse qui est maximale au départ et qui va décroître durant le trajet. Et le calcul de cette masse carburant n'est pas simple. On détaillera tout ça dans d'autres épisodes. Mais retenez à ce stade qu'on peut s'en tirer en multipliant le total par un facteur 2, vraiment au minimum, car cela nécessiterait une masse de départ infinie, ou plus probablement 3, en maintenant la masse de départ dans des limites raisonnables et en comptant des pertes inévitables. Cela ne change pas les ordres de grandeur, mais disons ça. Raisonnablement, il faut compter au minimum 3 V carré joules par kilogramme de charge utile. Il faut maintenant donner un ordre de grandeur pour cette charge utile. Mais c'est très compliqué de faire ça bien à ce stade de la réflexion. Demandons-nous déjà quelle masse on pourrait envoyer avec l'énergie produite sur Terre. Wikipédia me dit que la production mondiale d'énergie, pétrole, gaz, charbon, hydroélectricité, etc., était en 2017 de 13 511 millions de tonnes équivalent pétrole, ce qui représente 5,7 10 puissance 20 joules. Avec ceci, on a de quoi propulser un vaisseau de 20 000 tonnes à 1% de la vitesse de la lumière. Et à 10% de la vitesse de la lumière, on aurait de quoi envoyer environ 200 tonnes. Bon, c'est pas Byzance. Mais qu'à cela ne tienne, la maison ne reculant devant aucune dépense, prenons toute l'énergie qu'on pourrait emporter dans l'espace, toutes les ressources fossiles, disons. Je vais me baser sur les très sérieuses estimations de la British Petroleum, 2012 et 2014. Si on consacrait l'intégralité des 900 milliards de tonnes, des 187 téramètres cubes et des 1700 milliards de barils qui forment le total des réserves prouvées respectivement de charbon, gaz et pétrole dans le monde, on pourrait envoyer un vaisseau de 1,5 mégatonnes à 1% de la vitesse de la lumière ou 15 000 tonnes à 10% de la vitesse de la lumière. Voilà posé le problème de l'énergie. Vous le voyez,
dès lors qu'on se propose de rejoindre les étoiles dans des durées, disons, concevables qui se chiffrent en siècles ou en millénaires, au maximum, les besoins dépassent largement les capacités productives de l'humanité actuelle. Et en plus de ça, ça ne marcherait pas, techniquement parlant, je veux dire, car on n'a pas besoin simplement d'énergie. Il faut une technologie qui permette d'éjecter le carburant à grande vitesse. Cela se calcule comme ça. Si on veut atteindre la vitesse V en éjectant derrière soi un jet de gaz à la vitesse U, le rapport entre la masse de départ M0, incluant le carburant, et la masse finale M, quand les réservoirs sont vides, la masse utile en somme, incluant la masse des moteurs et des réservoirs vides, et en incluant le freinage, ça se calcule donc comme le ratio de M0 sur M égale l'exponentielle de 2V sur U. Le chiffre 2, qui met au carré l'exponentielle, c'est à cause du freinage. Pour votre culture, c'est la forme réciproque de l'équation de Tsiolkovsky. Je pense que ce nom vous dit quelque chose maintenant. On détaillera ça plus tard. En imaginant qu'on puisse convertir toutes nos ressources fossiles en kérosène, qu'on peut brûler avec de l'oxygène dans une tuyère, comme dans les premiers étages de la fusée Saturne V, qui a emmené ces gens-là sur la Lune, on arrive à des vitesses d'éjection de 3 km par seconde. Si on veut atteindre une vitesse de 3000 km par seconde, on a 2V sur U égale 2000. Donc le rapport des masses est l'exponentielle de 2000. Bon, c'est un chiffre qui se passe de commentaires. Même en mettant dans les réservoirs la masse de l'univers, on ne pourrait pas propulser ne serait-ce qu'un proton à cette vitesse. Bon, et de toute façon, même si la technologie n'était pas un frein, on n'allait pas consacrer l'ensemble des ressources terrestres à la conquête des étoiles. Et puis, 1,5 mégatonnes, c'est pas beaucoup. Les plus gros paquebots aujourd'hui déplacent 60 000 tonnes. Ici, par exemple, le paquebot Harmony of the Seas. Il peut abriter environ 8000 personnes en additionnant les passagers et les membres d'équipage. Au niveau de l'effectif, c'est pas mal, mais les croisières durent 7 jours et pas 4 siècles. L'augmentation de la durée du trajet joue à la fois sur l'effectif embarqué et sur l'espace disponible pour chacun. Commençons par évaluer l'espace disponible. Et on va voir que toute la question se résout d'un seul mouvement. Imaginez que vous preniez place à bord d'un tel vaisseau. Le trajet est prévu pour durer, mettons, 4 siècles. Vous embarquez donc avec la perspective d'y passer le reste de votre vie. Vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants, etc. Embarquer pour un tel trajet, c'est engager votre descendance sur au moins une quinzaine de générations. Cela représente une responsabilité morale écrasante. Vous engagez des centaines, voire des milliers d'existences qui vont naître et mourir dans le vaisseau où vous décidez d'embarquer. Est-ce que vous concevez de vivre et de faire vivre votre descendance dans les coursives d'un vaisseau, aussi luxueux soit-il? Certainement pas, j'imagine. À moi, cette perspective même donne la nausée. Pour envisager quelle durée donner au trajet, on a fait appel à la notion d'horizon temporel. Pour la question de l'espace disponible, je propose d'utiliser celle d'horizon visuel. Sur Terre, jusqu'à quelle distance porte le regard? En ordre de grandeur, ça représente à peu près 10 km. De sorte que dans une bulle de 10 km, vous ne vous sentez pas à l'étroit, on ne se sent pas enfermé. Disons-le comme ça, on passe du sentiment d'être à l'intérieur à celui d'être à l'extérieur. Et ça concerne bien sûr également toutes les personnes qui embarquent avec vous. On ne fait pas une bulle de 10 km pour chaque personne. Toutes les personnes qui vivent dans cette bulle auront donc le même sentiment d'espace. Et ça concerne également toutes les personnes qui vivront après vous au sein de cet espace. Je prends 10 km parce que je pense que c'est le bon ordre de grandeur, mais c'est peut-être un peu plus ou un peu moins. L'idée est que la taille de l'habitacle, pour un trajet qui se chiffre en siècles, devrait être commensurable à notre horizon visuel pour défaire complètement le sentiment d'enfermement. Et je pense que du coup, vous pressentez que même 1,5 million de tonnes, la masse maximale qu'on pourrait accélérer jusqu'à 1% de la vitesse de la lumière en utilisant toutes les ressources fossiles de la Terre, ça ne représente pas grand-chose quand le projet est d'édifier un vaisseau dont l'espace intérieur permet de voir à près de 10 km. Quelle forme lui donner d'ailleurs? Elle est assez bien contrainte par la nécessité de reproduire la gravité à l'intérieur. La surface habitable du vaisseau est un cylindre en rotation. Vous pouvez voir ici à quoi ça pourrait ressembler à l'échelle avec la vitesse de rotation correspondante. On détaillera son architecture et sa construction en détail dans de futurs épisodes. Et on peut déjà donner la masse de cet immense cylindre, environ 20 gigatonnes, 20 milliards de tonnes. Oui. Et qu'est-ce qui nous fait basculer dans ce gigantisme? La simple question de l'horizon visuel.
Je reprends brièvement les étapes du raisonnement. Nos moyens technologiques ne nous permettent d'atteindre qu'une faible fraction de la vitesse de la lumière. Et l'immense coût énergétique du trajet nous pousse à réduire encore la vitesse, ce qui implique un voyage multigénérationnel. Ce qui aboutit à la question de savoir à quelles conditions il est possible de vivre une vie entière dans un vaisseau. Question à laquelle on peut approcher une réponse par le biais de ce concept d'horizon visuel. On veut vivre dans un monde qui développe un extérieur, un monde qui ressemble à notre monde terrestre, vu à l'échelle de l'individu. L'idée est que l'espace disponible doit être tel qu'une vie humaine, dans toute sa richesse, les diverses activités qui la façonnent, soient rendues possibles par la diversité des environnements offerts. Si une existence accomplie est possible, alors la succession des générations ne pose plus de problème. En quelque sorte, la succession des générations nous permet d'effacer l'immensité des distances à parcourir entre notre système et l'étoile la plus proche. Elle nous permet de voyager aussi longtemps que l'on veut, tandis que l'immensité de l'espace intérieur du vaisseau nous permet d'effacer la contrainte temporelle à l'échelle d'une vie humaine. On n'est plus tendu sur le seul but à atteindre à l'échelle de sa propre existence. On vit dans un monde qui vaut la peine d'être vécu. Ce raisonnement, je pense, est compréhensible, bien que pas très rigoureux. Il n'y a malheureusement pas de théorie de l'espace disponible pour un vaisseau multigénérationnel. On prendra donc garde à ne pas fétichiser ces dimensions, les 10 km de l'horizon intérieur et les 20 gigatonnes de la masse utile. Simplement, comme ces quantités sont très dimensionnantes, on s'y référera invariablement dans la suite de l'exposé. On se donne en quelque sorte un cas d'école pour mener la réflexion avec des quantités concrètes. Dans les épisodes traitant de l'architecture du vaisseau, on cherchera tous les moyens qui permettraient de maximiser l'espace de vie en minimisant la masse de la structure. Il reste encore une question ouverte. Combien de personnes pour peupler le cylindre ? Là encore, il n'existe pas beaucoup de moyens de rationaliser cela avec précision, mais on est maintenant assez détendu pour l'aborder sereinement. Car pour satisfaire le critère d'horizon visuel, on a ouvert un espace intérieur largement assez vaste pour loger la population que l'on veut. Disons que la réponse peut varier sur environ 2 ordres de grandeur, entre 10 000 et 1 million de personnes, sans que ça influe sur la masse totale et donc sur l'énergie requise pour la propulsion. Les bornes elles-mêmes ne sont qu'approximatives. La borne inférieure est donnée par un critère de diversité génétique et surtout par la nécessité d'entretien de l'écosystème intérieur, de la structure et de la propulsion. 10 000, c'est même un peu limite pour mener à bien toutes les tâches requises. La borne supérieure est donnée par la nécessité de limiter la place des surfaces anthropisées, les surfaces d'habitation en gros, pour donner le maximum d'extension au milieu naturel. Prenons la moyenne géométrique de ces deux extrêmes, environ 100 000 personnes, divisé par la masse utile totale de 20 gigatonnes, cela représente 200 000 tonnes, soit plus de 3 paquebots géants par passager. Et là, vous vous demandez peut-être si j'ai pas un petit peu trop chargé la barque. Ces 200 kilotonnes par passager ne résultent pas d'une méthode de calcul éprouvée, scientifiquement validée. Et on pourrait déjà réduire cette quantité en réduisant la durée du trajet, mais regardez la formule. E égale 3 V carré par kilogramme. Disons qu'on veuille diviser le temps de trajet par 10. Cela implique de multiplier la vitesse par 10. Et comme elle figure au carré dans la formule, il faut multiplier l'énergie par 100. Par contre, si on garde notre méthode de calcul d'une masse passager proportionnelle au temps de trajet, on divise cette masse également par 10. Donc au total, on multiplie par 100 et on divise par 10, ce qui revient à multiplier le total par 10 seulement. Et ce n'est pas tout, si on parvient à voyager à 10% de la vitesse de la lumière, il ne nous faut plus qu'une cinquantaine d'années pour rejoindre Proxima. C'est certes long à l'échelle d'une vie humaine, mais ça reste concevable pour de valeureux pionniers. Et le vaisseau n'est plus multigénérationnel. Il naîtra sans doute des enfants durant le trajet, il vaudrait mieux, mais ceux-ci arriveront à destination bien avant leur mort. Et de la sorte, certainement qu'on peut réduire drastiquement la taille de l'expédition. De combien, là encore, il n'existe pas de méthode de calcul rigoureuse, mais faisons l'hypothèse que l'effectif de l'équipage dépend, comme de la masse par passager, d'une fonction linéaire du temps. Si la durée de trajet est 10 fois plus courte, on aura besoin d'un équipage, disons, 10 fois plus réduit. Du coup, on diminue à nouveau par 10 la masse utile du vaisseau et l'énergie totale nécessaire est donc du même ordre de grandeur que pour un voyage plus long. Que retenir de tout ça ? Eh bien que l'énergie totale est sans doute une quantité assez robuste. On a vu qu'elle ne dépendait pas de la distance et on voit, par le raisonnement qui précède, qu'elle ne dépend pas non plus énormément de la durée du trajet. Que l'on voyage des décennies ou des siècles, l'ordre de grandeur devrait rester à peu près le même, et très élevé.
Bon, par contre, si le trajet est plus court, le vaisseau à construire devrait être plus petit. Autrement dit, si on ne raccourcit pas substantiellement le budget énergétique, on diminue grandement l'effort de construction, car évidemment, édifier un habitacle de 20 gigatonnes représente un effort assez formidable. Mais c'est sans compter une troisième contrainte, souvent oubliée, qui concerne la planète de destination. Mais c'est un sujet qui mérite à lui tout seul un épisode. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans un épisode qui s'intitulera « Le choix de la cible ». En attendant, gardez le pied marin, parez pour la manœuvre. Ciao!